Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée. Ce midi, elle est photographe et vidéaste. Avec les images qu'elle produit, elle interroge la façon dont l'humain occupe un espace, la ville notamment, qui a été l'un de ses terrains d'expérimentation, mais aussi la façon dont on peut témoigner du mouvement, de l'attitude d'un corps face au monde qui l'entoure. Notre invitée aurait pu être sociologue ou anthropologue. Ce sont ses études qui l'ont amenée à réaliser ses premiers portraits. De cette formation, elle a gardé une méthode d'observation qu'elle utilise encore aujourd'hui dans sa façon de photographier. Le monde est un abri, c'est le titre de son exposition qui se tient au Centre photographique d'Île-de-France à Pontault-Combault en Seine-et-Marne jusqu'au 20 avril prochain. Bonjour Valérie Jouve. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Il y a plusieurs autres endroits, Valérie Jouve, où on peut voir vos photos. On va évidemment les donner au fil de cet entretien. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, et la première chose que je veux que vous expliquiez à nos auditeurs et à nos auditrices, c'est avec quel matériel vous faites de la photographie, avec quel matériel vous photographiez. On a tous presque un smartphone qui peut prendre des photos. On a quasiment tous chez nous des appareils photo numériques. Vous utilisez une vieille machine, si je puis dire. Une chambre photographique, ça s'appelle. C'est effectivement l'appareil qu'on voit dans tout cet imaginaire des débuts de la photographie, avec cet accordéon et quelqu'un qui passe sous un voile noir pour cadrer l'image. C'est un outil que j'aime énormément parce que c'est l'outil, malgré son apparence, le plus souple des appareils, à savoir qu'on peut travailler et retravailler des espaces, couper des perspectives, décentrer. Je veux dire, il y a vraiment les deux plans entre celui qui tient l'objectif et celui qui tient le plan film. Ces plans sont très mobiles. Donc on peut effectivement composer non seulement le cadre d'une image, mais aussi le rapport à l'espace de cette image. C'est un matériel qui apparaît donc très malléable, très souple, comme vous venez de le décrire, effectivement avec des détails techniques, mais c'est un appareil qui est aussi encombrant. 5 kilos. 5 kilos. On ne fait pas les mêmes photos avec la même dextérité, avec la même instantanéité aussi. Complètement. C'est d'ailleurs une des choses qui m'a beaucoup fait travailler au début quand j'ai construit les premiers personnages, c'est-à-dire qu'avec cet outil aussi peu souple en termes de volume on a besoin d'un pied, on ne peut pas faire de l'instantané comme vous le dites, et l'envie de reproduire des gestuels a été toute une pratique que j'ai eue surtout au début de mon travail, avec des modèles qui se prêtaient vraiment à des poses à certains moments très équilibristes dans la ville, parce que tout ce qu'on voit à l'image n'est pas obligatoirement le reflet de ce qui est dans la réalité, parce que c'est aussi un rapport qu'on a à la photographie que j'essaye de montrer, qui est que on imagine la photographie comme le double de la réalité, alors qu'il est loin d'être le double. On n'a absolument pas des optiques à la place des yeux, et notre perspective est loin d'être celle d'un appareil photographique. Est-ce que cette pratique avec cette chambre photographique est pour vous plus exigeante ? Est-ce que ça développe une façon de faire de la photographie différente ? Bien sûr, mais si je me suis tournée vers cet outil, c'est que justement, une des premières choses qui me gênait beaucoup, surtout dans le rapport qu'on a aux images, puisqu'on est vraiment dans une société des images, c'est ce rapport à l'illusion. Ce que je vois est vrai. Or, on sait, et on a depuis quand même une connaissance du rapport à l'image qui est qu'on voit très bien à quel point l'image manipule les esprits aussi. Donc ça a été tout mon travail au départ. C'est-à-dire que la réalité se compose, se pense, et qu'une photographie est le reflet de la pensée de cette réalité, et non pas la réalité elle-même. Et l'outil photographique, qui est la chambre grand format, me permet vraiment de reprendre de donner à l'image ce besoin de distanciation. Ce sont des images qui sont dans un rapport vraiment sculptural, au mouvement, mais en même temps, on sent très bien toute la composition et toute la fabrication de l'image.
Maintenant, je vais vous faire mentir un tout petit peu, Allez-y. puisque depuis 2 ou 3 ans, à côté de la chambre grand format, j'ai commencé quand même le numérique, mais beaucoup plus dans le rapport au mouvement. Ça a démarré avec les marches. Donc, et ce qui est à l'exposition Le Monde est un abri à Ponto Combo, c'est vraiment un face-à-face et qui commence à vraiment m'intéresser de mettre en dialogue les temporalités très différentes des images réalisées à la chambre par rapport aux images réalisées au numérique. Et ça commence à m'intéresser beaucoup. On va d'abord commencer par parler de mouvement, si vous le voulez bien. Where I choreograph the movement in sections. Je montre à mes danseurs un certain nombre de mouvements. Ils les apprennent et ensuite je leur demande de reprendre des sections courtes de ces mouvements et de les retravailler selon leur propre sensibilité et qu'il y ait un échange entre les danseurs. En fait, je leur demande de développer le principe d'une gestuelle basée à la limite sur le hasard. Je ne prends aucune note. Ce sont les danseurs qui ont un certain nombre de choix et qui, à partir de cela, développent un procédé chorégraphique. Les deux aspects, quand je monte maintenant une chorégraphie, c'est d'un côté la conception des mouvements à partir d'un matériau brut et de l'autre le procédé chorégraphique. Et là, je suis très attentive aux images que génèrent les mouvements. Je veux dire qu'il y a et l'intuition et le contrôle intellectuel des mouvements. La danseuse et chorégraphe américaine Trisha Brown, qui raconte donc son travail avec ces danseuses. C'est une chorégraphe que vous avez regardée, enfin en tout cas vous avez assisté à ses spectacles et qui vous a inspiré notamment, et vous en parliez, un rapport particulier avec les personnages. Les personnages, c'est une série que vous avez commencé au début des années 90 et c'était un rapport justement presque de chorégraphe que vous avez instauré avec eux. Alors, c'est très drôle que vous parliez de ça aujourd'hui, parce que hier, j'en parlais avec une étudiante que j'ai à l'École des Beaux-Arts de Paris, de Trisha Brown, de Meredith Monk, de tous ces danseurs qui m'ont intéressée à un moment, puisque avec cette attitude, enfin cette relation un peu complexe que j'ai à la photographie, c'est-à-dire que je ne prends pas tout de la photographie, beaucoup de dangers dans cet outil-là, mais à un moment donné, surtout à Marseille, quand je suis arrivée, il y avait une association qui s'appelle Marseille Objectif Danse, qui est encore aujourd'hui, mais qui avait donc une association montée par des chorégraphes et des danseurs, dont par exemple Georges Apex ou le groupe Dune, et que ça a été vraiment une période où j'ai regardé beaucoup de spectacles, dont Trisha Brown ou Meredith Monk essentiellement, ou Cunningham. Mais moi, j'étais pas du tout, en tant que jeune artiste, fixée sur la danse, quoi. Et moi, je venais donc plutôt par mon parcours d'anthropologue, enfin, je n'ai jamais été anthropologue, puisque je veux dire, être anthropologue, c'est quand même une pratique, avec mes études d'anthropologie, assez phénoménologique. Et la danse touche ce point très particulier qui est d'un corps qui remet en mouvement ou met en sens un espace. C'est-à-dire que c'est la rencontre de différentes corporalités dans un espace qui produit du sens, le sens du monde, quoi. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à cette dimension-là, puisque l'idée des personnages, c'était comment, quelque part, rendre compte dans une image très plate, bidimensionnelle, de la puissance d'un corps et de la présence d'un corps. Et du coup, cette approche de différents chorégraphes m'a énormément influencée, aidée. Il y a aussi, je dirais, des écrits, par exemple, de Léonard de Vinci, qui expliquait que pour qu'un corps en sculpture trouve toute la puissance du vivant, il fallait complètement accentuer, connaître l'anatomie d'un corps et accentuer les muscles et les. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mouvements de mes modèles qui parfois étaient très pour quelqu'un qui serait passé par là, très peu naturel. Et pourtant, à l'image, on sent vraiment la force d'une marche ou d'un corps qui se relève. Donc c'est vraiment
cette dimension plutôt phénoménologique qui est importante pour moi. C'est-à-dire que vous avez commencé, je l'ai dit, vos études de sociologie et d'anthropologie, et c'est là que vous prenez en photo les premières personnes que vous rencontrez pour faire des portraits. Et vous vous dites, les portraits que je suis en train de faire sont simplement une forme de photo d'identité, comme on peut la voir très formatée sur notre carte d'identité. Vous vous dites, il faut mettre de la vie, du mouvement dans ces photographies. Qu'est-ce que vous dites aux modèles ou aux personnages, comme vous les appelez, que vous prenez en photo? Quelle indication de mouvement, de danse vous leur donnez? Alors déjà préciser que c'est pas du tout des portraits. Et c'est cette chose-là déjà que je dis aux modèles, c'est que ça va pas être ton portrait, parce que je ne me permettrai pas tout ce qu'on se permet dans toutes les prises de vue que j'ai réalisées, parfois à différents temps, puisqu'il fallait aboutir une image, et c'est surtout des discussions sur une idée, sur un lieu, sur comment faire résonner un lieu, comment montrer la brutalité d'un bâtiment, comment un corps peut renvoyer une réflexion à l'espace dans lequel il est, dans lequel, à l'image, il habite, quoi. Donc c'est vraiment une discussion, je dirais, pas tant philosophique que de défendre un monde, parce que on a toujours l'impression que les gens qui font pas de photographie, parce que j'ai beaucoup photographié des gens qui ne sont pas obligatoirement de beaucoup d'importance socialement. C'est là où je mets toute la différence entre la puissance d'un corps et le pouvoir. C'est pas du tout la même chose. Et ces gens-là sont absolument pas bêtes. Et c'est dans le parcours d'une image qui petit à petit leur permet de prendre un peu conscience de ce que c'est que d'être un corps à l'image. C'est-à-dire que c'est pas du tout théorique, c'est déjà démarrer une première série de prises de vue, je faisais en général 10 images, et qu'on reçoit après coup. C'est-à-dire que quand l'image se voit, c'est déjà quelque chose, elle prend conscience du décalage entre la pensée qu'elle avait d'être à l'image et ce qui en ressort. Donc petit à petit, apprendre à la personne avec qui je travaille à composer avec cet outil qui n'est pas la réalité et qui n'est pas sa réalité ou la réalité de mon regard. Et que c'est un outil très très rigide, la photographie en général, je parle, pas seulement la chambre grand format, et qu'il faut, et j'ai toujours eu cette relation à la photographie, il faut tordre l'outil pour arriver à lui faire, à lui permettre d'incarner la réalité, c'est-à-dire la pensée de la réalité. Mais Valérie Jouve, on a bien compris le rapport que vous avez avec l'outil, avec l'appareil, la chambre photographique, mais avec les sujets eux-mêmes. Jusqu'où vous n'avez pas peur de leur imposer une intention que vous voulez voir dans l'image? C'est-à-dire de dire, ils sont dans un milieu social qui est brutal. Et ce qui renvoie à cette brutalité, c'est un immeuble, par exemple, c'est un mur. Mais eux, peut-être, ne le vivent pas comme ça. Vous avez envie de le montrer, mais jusqu'où ils sont d'accord pour montrer ça, et est-ce que ça correspond à leur idée ? Parce que l'image, avant d'exister, elle est faite de discussions, de grandes discussions. C'est-à-dire que une des règles énormes que j'ai, qui est que l'image sera finie quand nous sommes deux à l'accepter. Je veux dire, il y a des images que j'ai en réserve, parce qu'à certains moments, j'ai des gens qui m'appellent en me disant « cette image n'arrête pas de m'habiter et tu peux l'utiliser ». Mais une image, on peut la faire de différentes manières. Si elle est très instantanée, on prend l'image de l'autre. Moi, j'essaye de construire une photographie qui n'est pas de prendre, qui est de composer avec l'autre. Donc, c'est vraiment la grande différence de ma démarche avec d'autres, même si j'imagine que d'autres ont aussi cette démarche-là. Donc il faut presque les convaincre de ce que vous voulez voir. Non, c'est des discussions, c'est-à-dire que les gens avec qui j'ai fait des images font bouger le projet de l'image autant que moi. On est deux à la composer. Et je dirais que d'une autre manière, je pourrais dire le parallèle avec un autre type de travail que j'ai fait en Palestine, par exemple avec 4 femmes palestiniennes qui n'étaient absolument pas des photographes, à qui j'ai donné une espèce de petite formation
non pas d'un outil, puisqu'on a des outils mais de leur montrer des photographies, des photographes, des Walker Evans, des Cartier-Bresson, de qu'est-ce qu'on a dans notre rapport à l'image, de comment à un moment donné, il faut arrêter d'être naïf et de voir que l'image, elle construit des pensées du monde. Et on a fait un portrait un peu de notre territoire, c'est-à-dire autour de Jéricho, ensemble. Mais à aucun moment, les décisions ont été prises seulement par moi. Jusqu'au bout, par exemple, de la question primordiale, est-ce qu'on montre le mur de séparation ou pas dans le projet? Je veux dire, c'est une chose que moi, j'aurais peut-être eu envie de montrer, qu'on n'a pas montré pour une raison très simple d'une femme qui a dit une chose que j'ai trouvée tellement juste et qui disait, mais ce mur n'est pas palestinien. Il n'est pas, il ne fait pas partie de notre territoire. Nous ne l'avons pas choisi. Donc il n'a aucune raison d'être. Ça, c'est une chose qui est amenée dans la conversation et on a pris des décisions. De la même manière que quand j'ai fait l'exposition avec elle au Macval, j'ai pris soin déjà de trouver un lieu qui avait la capacité d'accueillir ce type de projet sans violence, parce qu'il faut être dans un musée, c'est pas évident, que ces femmes étaient considérées comme des artistes, que quand on a fait une visite de l'exposition, un traducteur était là. Pour moi, c'est vraiment important qu'une image soit le vecteur d'une conversation pensée à deux ou à plusieurs. Alors je le fais pas quand je prends photographie, une architecture. Là, voilà, mais dès qu'il y a personne, c'est-à-dire des individus à l'image, c'est des choses discutées. De la même manière que financièrement, quand j'ai commencé à vendre ce travail, une question s'est posée de comment je fais. Et c'est une chose. Est-ce que vous rémunérez vos sujets? C'est ça, Alors, je ne veux surtout pas poser la question de l'argent au début de la prise de vue. Ce qui serait une espèce de chose qui ferait accepter à des gens qui n'auraient aucune envie de faire un travail avec moi. Par contre, quand l'image est vendue, il y a un pourcentage qui est reversé à la personne qui m'a aidé à faire l'image. Mais ces images sont vraiment des pensées collectives. Collectives, alors on peut pas dire collective dans le sens où c'est vraiment une conversation à deux, mais elles peuvent, comme là avec les femmes palestiniennes, on était 5 et on a signé à 5. Et vraiment, toutes parce que les gens ne sont pas bêtes et le sens se construit dans toutes les têtes. C'est le propre d'un humain que de penser le monde. Donc à un moment donné, je veux dire, pour certains, c'est à un moment donné leur laisser le temps aussi de savoir qu'il y a des outils. Donc c'est dans les discussions et que il y a des choses qui sont dites, qui sont importantes. Elles ne sont pas dites de manière savante, mais il faut savoir les prendre aussi. Donc non, je pense qu'à ce niveau-là, j'ai jamais eu la sensation et on m'a jamais fait le retour d'une manipulation de l'autre. Ou d'avoir une thèse, une idée à défendre et d'en voir l'incarnation et juste de la saisir comme ça. Oui. Non, vous projetez pas vos idées sur le réel, en fait. Alors, je projette les idées sur le réel. Par exemple, j'ai des images qui sont des passants, qui sont des images faites au 24-36. Mais étonnamment, c'est plutôt, je cadre dans la rue des murs, des bouts de fenêtres, de portes, et les passants passent. Mais je fais toujours très attention à ne pas avoir l'identité de la personne. C'est-à-dire que c'est des profils ou des trois quarts, mais jamais le visage de la personne. C'est un phénomène, le passant. C'est un mouvement urbain. C'est quelque chose qui m'a servi à accélérer dans les expositions, puisque je fais beaucoup de montage dans mes expositions, d'accélérer le mouvement, quoi. Mais les personnages, non. Pour moi, c'est des passeurs, les personnages. Ce mouvement, vous l'avez aussi montré et mis en avant dans une série qui s'appelle Les sorties de bureau. Alors justement, c'est assez proche de ce que vous étiez en train de raconter, puisque vous avez photographié des salariés qui sortaient à Paris, à la Défense et à New York de leur immeuble de bureau. Là aussi, il y a l'idée de montrer quelque chose qui n'est pas simplement ce que l'on voit. Donc on voit des corps en mouvement qui sortent de ces bâtiments. Et vous voulez nous montrer
Qu'est-ce que vous voulez nous montrer d'ailleurs? Déjà, j'ai enlevé les sorties, le contexte. Vous les avez placés sur un fond gris. C'est un fond gris. Donc c'est pas du tout ce qui produit la sortie de bureau, c'est l'accoutrement. Tous en costard cravate ou tailleur pour les femmes. Donc là, on sent qu'on est dans des milieux de bureau. Mais ce qui me semblait important, c'est justement tout ce rapport chorégraphié. Quand on voit des gens sortir des bureaux, et ça vient toujours d'observations que j'ai, on voit des gens qui sont absolument pas dans le rapport à l'espace, mais qui sont encore dans leur tête, très concentrés, très à l'intérieur d'eux. Donc j'ai eu envie de vraiment montrer ce phénomène-là. Donc là aussi, le phénomène-là, dès qu'on le remettait dans un contexte réel, perdait de sa puissance de phénomène. Donc c'est pour ça que j'abstrais le lieu pour ne laisser que les figures en mouvement, qui sont déterminées avant tout par leur costume, quand on dit l'habit ne fait pas le moine, on a quand même une sensation de voir quand même une accélération du mouvement dans ces corps encostumés, je dirais. Mais c'est marrant parce que vous parlez de choses qui sont très 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 urbaines, à une époque où moi je suis... On va y aller. Voilà, dans la La nature. ville, et que je dirais que c'est très drôle comment, quand j'ai fait l'exposition au Jeu de Paume, par exemple en 2015, j'ai vraiment travaillé des salles, parce que dans mon travail, il y a eu plusieurs époques. Par exemple, les sorties de bureau, c'était vraiment comment faire rentrer sur des murs de musée ces différentes temporalités que la ville est en train de fabriquer entre des personnages qui, pour certains, sont vraiment en mouvement, pour d'autres, ralentissent le regard, parce que chaque image a un statut aussi et une temporalité particulière, et des images qui accélèrent. C'est-à-dire, de la même manière que je me posais la question pour les personnages, comment incarner la puissance d'un corps avant son statut social ou avant son identité genrée ou raciale ou sociale. Je veux dire, ce rapport à la ville était vraiment une espèce d'obsession pour moi de comment je peux faire sentir cette dimension un peu, je dirais pas pathologique, mais quelque chose qui frise presque l'absurde, quoi. Quand on voit des gens habiter les uns au-dessus des autres. Enfin, je donne des petites choses comme ça. Et comment, quand on rentre dans un espace, pour moi, l'essentiel, c'est pas tant qu'est-ce que j'ai à montrer, que plutôt ce corps qui va rentrer, comment il va sentir cet espace habité par les images. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus une question de sensation que de seule vision, quoi, dans le rapport au travail, aux images. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Il est difficile, aujourd'hui encore, d'avoir une opinion définitive sur ce que c'était que les menhirs. Les menhirs étaient peut-être, dans l'esprit de ces gens, des réceptacles d'âmes des morts, toutes prêtes à se réincarner. Nous sommes peut-être plus affirmatifs en ce qui concerne les dolmens, qui sont ces étonnantes arcatures de grosses pierres qui jalonnent tant de nos provinces et particulièrement la Bretagne. Là, nous savons que ce sont des maisons des morts, mais on pourrait avoir une hypothèse plus hardie au sujet de cette interprétation. Il n'est pas interdit de penser que ce sont des sortes d'arceaux de consécration par lesquels on devait passer pour être initié à un culte en partie secret. La voix de l'universitaire André Varagnac, c'était en janvier 1958 dans l'émission la fameuse Analyse spectrale de l'Occident. Et il nous donne la définition, Valérie Jouve, de ce qu'est un dolmen, et il termine en disant c'est cette porte qu'il faut franchir en quelque sorte pour être initié à un culte secret, et c'est aussi la maison des morts. Est-ce que c'est cette idée, puisque c'est le thème de cette exposition dont vous venez nous parler, d'abri, de refuge, de maison, en fait, de là où on se met effectivement au calme, où on est protégé, qui vous a poussé à photographier des dolmens? Alors je dirais que je photographie avant de poser des jalons
De réflexion. De réflexion. C'est-à-dire que le dolmen, pour moi, au tout début, c'était cette sorte de b.a.-ba de l'architecture, de pierre, un toit. Donc, j'ai commencé les dolmens de cette manière-là. Bon, depuis 58, on sait aujourd'hui que dans les dolmens, il y a plusieurs utilisations. Il y a, ça peut être des lieux de consécration des morts, ça peut être des lieux de soins, ça peut être des lieux de passage, effectivement, de spiritualité. Mais cette chose m'intéressait dans ce rapport à l'origine du construit, du bâti, quelque part. Et en général, quand je commence une exposition, comme celle que j'ai commencée à Ponto Combo, qui contient environ une bonne 50aine d'images, donc c'est à chaque fois un travail de plusieurs mois, c'est-à-dire que j'ai, dans ma manière de travailler, plutôt une façon de photographier des motifs, des sujets, des choses qui me semblent importantes, parfois de manière très intuitive, que je consigne dans des boîtes. Donc j'ai mes boîtes. Vous avez des boîtes avec écrit dolmen, avec écrit arbre, avec écrit ville, avec écrit... Exactement. D'accord. Quand je les classe, c'est plutôt par lieu, parce que j'ai la mémoire de là où j'ai été. Mais j'ai tous les lieux. Bon, c'est plus... entre 100 et 200 images que je garde aujourd'hui. Toutes les autres sont... Mais en tout cas, ce sont des images déjà sélectionnées, que je n'utilise pas obligatoirement dans mes expositions, d'ailleurs. Par contre, quand j'ai une exposition, il va commencer à y avoir une réflexion pas liée aux images que je viens de faire. C'est pour ça que parfois on me disait, tu montres parfois les mêmes images, mais j'adore cette capacité de l'image à être mobile dans ce qu'elle tient, parce que elle est entourée d'autres images. Et là se passe une chose, soit dans le rapport au lieu, ce qui n'est pas le cas de Ponto Combo, mais ça peut être le lieu, ça peut être une rencontre dans ce lieu qui va me donner une envie ou un contexte social, d'actualité, qui va me donner envie de travailler plutôt une chose, enfin une idée en particulier. Je pourrais dire qu'effectivement, Le monde est un abri est venu directement en septembre, j'y pensais, mais a pris une force à partir du mois d'octobre, puisque vous savez que j'ai été beaucoup en Palestine, que j'ai des amis en Palestine et que cette chose me tordait le ventre. Et Le monde est un abri est une chose que c'est vraiment une exposition que j'ai fait presque en dialogue, en hommage à des amis que je sais en danger quotidien. Et cette chose, je l'ai construite pas seulement pour montrer à quel point notre monde est un abri, parce que l'exposition est assez dure dans ce rapport-là. Hein. On voit des murs bétonnés qui ne sont pas vraiment des abris. Mais il y a un dialogue entre deux murs, puisque c'est un lieu assez long. Donc à gauche, un mur homogène de 29 mètres et 3 murs de face. Donc sur le mur sur lequel il y a les dolmens, d'ailleurs, qui démarre ce mur de 29 mètres, c'était un peu reprendre de manière assez rapide une espèce de petite histoire de la construction entre des ruines du palais Hicham, par exemple, à Jéricho, ou des ruines modernes de maisons démolies à Paris, ou les nouvelles architectures qui composent un peu, que j'ai beaucoup travaillé autour de la porte d'Aubervilliers. Mais les dolmens démarrent cette chose-là. Et en face de ce grand mur, de petites compositions, de ce qui est rare chez moi, de petits formats en papier, épinglés, donc c'est là où commence un peu le numérique, de choses glanées dans les marches que je fais, où je repère des choses à venir photographier à la chambre. Donc tout ça a composé une sorte de petite musicalité, petite chorégraphie du lieu. Si je comprends bien, Valérie Jouve, pour prendre une métaphore un peu champêtre, avec votre appareil photo, vous partez un peu à la cueillette d'images, et ensuite, parce que d'habitude on a un peu l'habitude dans la photographie de photographes qui font des séries. Alors je vais photographier des taxis, je vais photographier des portraits de femmes, etc. Vous partez comme ça depuis le début de votre pratique à la cueillette, pour reprendre ma métaphore, et ensuite vous construisez une exposition
en mettant des images qui n'ont pas de rapport de lieu, ni de date, il n'y a pas de chronologie. Et c'est ça la puissance peut-être aussi créative de la photographe et de l'artiste que vous êtes aujourd'hui. Alors, longtemps, je suis partie à la cueillette en autant. Je ne faisais pas d'images. Je repérais des lieux que j'allais photographier parce qu'on est à la chambre grand format. On fait des journées de prise de vue. On va pas justement à la cueillette. C'est l'outil anti-cueillette par excellence. Mais depuis qu'effectivement j'ai le numérique, au lieu de consigner par écrit, je prends des images. Et prenant des images, je deviens peut-être un peu plus légère dans ce rapport à la cueillette d'images et je repère des petites choses qui ne sont pas obligatoirement le sujet d'une image à la chambre, qui sont moins, parce qu'à la chambre il y a vraiment cette idée de construire des images un peu génériques. Quand on dit arbre, quelle image peut consacrer cette notion de ce qu'est un arbre, autant dans son vivant que dans sa structure spatiale. Mais avec le numérique arrive peut-être une souplesse dans mon travail qui est de venir un peu chanter le monde, mais qui aime se retrouver entre ces images qui structurent le monde. Donc effectivement, ces montages, même si je me maudis parfois en me disant que ça serait vachement plus simple de montrer mon dernier travail, quoi, parce qu'en termes de travail de montage, on est comme un peu sur un banc de montage devant une maquette, parce que j'ai vraiment besoin de cette physicalité. Mais tout ce travail est là pour former un corps presque. C'est une chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment, quand on rentre dans un de mes espaces, et ça m'a été dit à plusieurs reprises, on sent une charge de cet espace. C'est-à-dire que ces images sont des présences dans le lieu où je les montre et que ces présences assemblées ensemble forment une tonalité, une façon d'habiter ce lieu, quoi. Et mais vous avez dit tout à l'heure, Valérie Jouve, que quand vous photographiez la ville, les espaces urbains, vous vouliez montrer des formes de pathologie un petit peu. Ah oui, mais ça, c'est une époque de mon travail. Voilà, c'est ça. Mais ce qui veut dire que là, vous êtes plus du tout dans ces milieux-là. Non. Vous avez rompu avec ça. Vous pensez que là, vous essayez de saisir quelque chose qui serait beaucoup plus authentique ? Alors non, là je dirais que moi-même, puisque la photographie suit ma vie, enfin je veux dire, je vis que je suis partie de Paris, que j'habite en partie dans le sud de l'Aveyron, mais ça serait plutôt de comment, c'est une réflexion qui aujourd'hui est beaucoup plus sur la notion de comment nourrir nos villes de pensée, ou comment faire un peu pacifier ces relations entre urbain et rural qui sont si mises dos à dos aujourd'hui, quoi. Ça veut dire aussi que dans votre... Comment nourrir des réflexions. Mon travail a toujours essayé de faire en sorte que une petite chose dans l'esprit qu'on pense à un endroit soit un petit peu déplacée. La Palestine, ça a été, si j'ai fait autant de temps en Palestine, c'est aussi parce que je me disais, c'est dingue, parce que dans nos imaginaires, on ne connaît pas la Palestine. On connaît le fait, on connaît les jeunes avec les kéfiers qui lancent des pierres, mais on ne connaît pas ce territoire. Donc, on ne connaît pas l'identité. Donc, j'ai passé autant d'années là-bas parce que ça me semblait déjà une première chose que de poser les décors de cette culture-là, quoi. Et de mettre, par exemple, côte à côte, de rapprocher un portrait qui a été réalisé à Marseille, justement d'un paysage de Cisjordanie, c'est aussi pour vous un engagement, montrer autre chose. Mais comment on est sûr à ce moment-là, en faisant cet acte d'assemblage de photographie, que la personne qui va le voir va comprendre quel est votre message au fond de vous. C'est aussi tout un travail d'artiste. C'est dans le temps, parce que j'ai été assez agressée dans les années fin 90 sur le fait que je ne mettais pas la légende, quoi. Et c'est aussi d'en parler. C'est aussi des jeunes artistes qui entendent des choses parce qu'eux sont au début d'un travail, donc on pousse un peu des murs que d'autres reprennent, c'est petit à petit
donner l'habitude aux esprits qui sont dans ce rapport au travail, puis de dire aux gens, mais est-ce que vous n'avez pas autre chose à regarder dans une image que juste reconnaître le lieu où je l'ai faite? Donc j'ai discuté beaucoup avec les gens, c'est une chose dont j'ai énormément parlé, et je dois dire que quand je vois un travail un peu, par exemple, d'Aurélie Pétrel aujourd'hui, de Laura Hainaut, je vois que ça a servi à des choses aussi, quoi. Et que à certains moments, ces jeunes artistes, aujourd'hui, me nourrissent aussi. Tout à l'heure, vous disiez, on est dans un monde où l'image est partout. Si vous nous expliquez pas quelle est votre démarche, on ne voit pas effectivement ce que vous vouliez faire, mais comment on apprend à regarder une image, par exemple aujourd'hui aux jeunes générations? Comment faire pour leur affûter leur œil, leur donner des repères aussi critiques, des repères pour lire une image, une photographie? C'est assez complexe en fait, parce que donc j'enseigne à l'école des Beaux-Arts de Paris, cette relation qu'on a je vois une chose, hop, je prends, donc j'avale, je consomme, et je redonne à voir. Et que là, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de... Donc, ce qu'il y a de plus difficile, c'est de montrer à quel point l'image n'est pas la réalité. Donc, c'est aussi c'est des discussions sur leur propre travail, de savoir que tu me dis ça, mais moi, je ne vois pas ça dans l'image. C'est tout un travail pédagogique de reprendre la réalité de leur travail, leur montrer ou leur signifier des références à aller voir. Tu travailles là-dessus, donc va voir tel photographe mais c'est effectivement l'instantanéité du téléphone a changé complètement ce rapport à l'image qu'on avait déjà d'années, donc avant même les téléphones, parlait que tous les visuels ne sont pas des images. Donc ça, c'est une des choses que j'apprends. Je fais lire des choses de mes étudiants de Danet ou de Foucault ou de toutes ces penseurs, je veux dire, de notre temps. Mais ça prend plusieurs mois. Et si on veut se confronter à vos images, à vos assemblages, à vos montages, Valérie Jouve, on peut se rendre au Centre photographique d'Île-de-France à Ponto-Combo jusqu'au 14 avril prochain pour cette exposition intitulée « Le monde est un abri ». Et d'ailleurs, vous y serez dès demain, le samedi 23 mars à 15h pour une rencontre dialoguée avec les visiteurs. On peut également se rendre à la galerie Xipas à Paris pour votre exposition « Du temps, un souffle ». On l'a compris, on prend le temps, effectivement, quand on fait de la photographie. Et puis, on voit encore pendant quelques jours certains de vos clichés dans l'exposition Corps à Corps. C'est au centre Pompidou. Je rappelle, pour terminer, la parution d'une monographie consacrée à votre travail chez Flammarion, intitulée tout simplement Valérie Jouve. Pour finir, nous avons choisi 2 chansons, l'une sur les arbres, l'autre sur les immeubles. Laquelle souhaitez-vous écouter ? Juste faire une petite précision pour la rencontre de demain. C'est avec Dork Zabounian, qui est un politiste et un critique, historien. Voilà. Alors, chanson sur les arbres ou chanson sur les immeubles, Valérie Jouve, pour finir l'émission? Oh, pour les arbres, pour finir. Savez-vous planter un arbre? Ce serait une bonne idée. Savez-vous planter un arbre? Moi je veux bien vous aider. Savez-vous écouter l'arbre quand il murmure dans le vent? Savez-vous écouter l'arbre chanter qu'il est bien vivant? Et vous avez reconnu évidemment Henri Salvador. Merci beaucoup Valérie Jouve d'être venue dans les Midis de Culture. Une émission préparée par Aïssatou Endoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. C'est Nicolas Berger qui est à la réalisation ce midi et à la prise de son Jordan Fuentes. Bon week-end à tous et à toutes. Bon week-end Géraldine, à lundi. Bon week-end Nicolas.